Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Prise en compte, votre rendez-vous afin d'aller toujours plus loin sur la compréhension de l'emprise et de ses conséquences. Afin de pouvoir sortir de l'emprise et ou de ne pas y retourner, il est nécessaire de revenir à soi, afin vraiment de récupérer son pouvoir intérieur. Et pour cela, tout commence par des prises de conscience. C'est donc le but de cet espace où des spécialistes viennent apporter un autre éclairage pour vous aider à changer la donne dans votre quotidien. Et aujourd'hui, nous allons voir comment sortir des rôles de victime, sauveur et persécuteur et apprendre à poser ses limites pour ne plus vivre sous emprise grâce à Catel Rapin. Donc merci Catel pour ta présence. Est-ce que tu peux te présenter? Bah, écoute, je te remercie Nathalie pour ton invitation. Oui, alors du coup, moi je suis Catel Rapin, je suis formatrice et coach en qualité relationnelle et j'accompagne les personnes qui ont des difficultés relationnelles pour avoir des relations plus saines. Je fais de la formation, du coaching et du coaching d'équipe. Ok, super. Et donc, est-ce que tu peux déjà nous expliquer simplement ce qu'est le triangle de Karpman, donc vraiment ce côté victime, sauveur, persécuteur, et pourquoi on tombe si facilement dedans? Oui, bien sûr. Alors écoute, le triangle de Karpman, ça a été inventé par Stephen Karpman dans les années 70 et il avait vu qu'on avait tendance à être dans certains jeux psychologiques et à faire souvent les mêmes choses. Et Mm. il s'était rendu compte que les gens avaient tendance à jouer dans trois rôles en particulier. Un premier qui s'appelle persécuteur, le rôle de persécuteur. C'est là où on a tendance à être plutôt agressif, à vouloir imposer ses idées, à pouvoir être critique, ironiser, tu vois, tous ces genres de choses-là. Et dans son triangle, il l'a situé en haut à gauche sur le triangle. Un deuxième rôle qui s'appelle le rôle de sauveur, qui est souvent plébiscité et pourtant c'est aussi quelqu'un qui se sent supérieur. D'ailleurs, il l'a placé donc en haut à droite. Et le rôle de sauveur, c'est quelqu'un qui vient t'aider alors que tu n'as rien demandé, qui va par exemple venir te donner des conseils alors que tu les as pas sollicités et qui peut peut-être être envahissant. Je sais pas si ça te parle d'avoir vu des personnes comme ça. Oui, mais je crois qu'en fait, on connaît tous les trois rôles, et même nous-mêmes, à un moment, on est passé par les trois rôles de «Bah, attends, je vais t'aider». Ouais, Exactement, ouais, ouais. tout à fait. Tout à fait. Et enfin, le troisième rôle, donc le rôle de victime, qui lui est situé en bas du triangle, eh bien, lui, il se sent impuissant, il pense qu'il ne sait rien faire et il a besoin de solliciter les autres pour tout et pour rien. Il a tendance à se plaindre sans faire forcément des demandes claires sur ce dont il a besoin. Voilà Mm. déjà pour ces trois rôles. Et un peu comme tu disais, en réalité, eh ben, déjà, en fait, ces trois rôles-là, on les fait tous plus ou moins de façon consciente, enfin, peut-être pas consciente, mais en tout cas, on le fait tous de façon involontaire, plutôt inconsciente, justement, et on a souvent un rôle prédominant. Moi, je sais que pendant très longtemps, j'ai beaucoup été dans ce rôle de sauveur, à vouloir faire en sorte que tout se passe bien pour les autres, mais à penser que du coup, je pourrais peut-être faire mieux qu'eux, ou voilà, leur donner des conseils alors qu'ils m'avaient rien demandé. Donc voilà, tout ça, moi, je me reconnais beaucoup dans ça. Et, voilà. Et j'ai été très sollicitée par rapport à ça. Enfin, j'ai mis du temps à comprendre que j'étais dans ce triangle et à pouvoir en sortir. D'accord? Moi, j'y étais notamment beaucoup avec mes parents, qui avaient chacun Mm. leur rôle. Et voilà, et j'entretenais le phénomène de ce triangle. Tu me demandais pourquoi on tombe facilement dedans. Ouais. Alors, alors je dirais que malheureusement, c'est comment dire? C'est des choses inconscientes qu'on fait tout le temps et si on ne prend pas de recul sur nos relations, on va aller facilement sur des jeux psychologiques. Mais ça on le fait tous les jours. Et il y a plusieurs niveaux de joueurs. Il y a des joueurs occasionnels et ça, certains me disent, non, moi je le fais jamais. Bah si, en fait, tout le monde le fait, c'est clair. Après, tu as des joueurs, on va dire, plus professionnels qui vont avoir tendance à le faire beaucoup. Et après, tu as Mhm. les joueurs niveau high level qui sont les joueurs toxiques. Et c'est plus eux qui vont avoir tendance à être dans tout ce qui est emprise par rapport au sujet de ta chaîne, justement.
Oui, où là on rentre vraiment dans des choses encore plus subtiles et encore plus forts et encore plus tendancieux parce que c'est vrai que là, quand on voit ton descriptif des trois rôles, on peut se dire, oh bon, moi je suis pas vraiment ci, je suis pas vraiment ça. Mais en fait, il y a tellement de nuances, c'est vraiment un nuancier, que parfois on va dire, bah si, en fait, tu l'es là qu'un petit peu ou de cette manière-ci qui te semble plus subtile. Mais si on passe tous par ces trois rôles. Et il est vrai que c'est encore plus flagrant quand on analyse une relation toxique, parce que là, il y a un côté de dire, ah bah oui, lui, forcément, c'est le persécuteur, le PN, le ou la PN, hein, ça marche pour les deux. Et donc là, j'étais victime. Oui, mais à un moment, il y a eu le passage à être sauveur, il y a eu un moment même d'être persécuteur, et l'autre a joué aussi le sauveur, parce que dans les propos du PN, à chaque fois, qu'on dit, il y a toujours ce côté de dire, ah, mais en fait, j'ai fait ça pour toi. Tu ne me laisses pas le choix, ou là tu vois bien comment tu es, donc j'ai dû faire ça. Donc il y a aussi ce rôle, puis bien évidemment, quand on va commencer à dire mais là ça ne nous convient pas, là il passe en victime. Donc c'est très facile de le voir chez le PN parce que là c'est éclatant. Chez soi, toujours un peu moins, surtout que beaucoup plus subtil. Je vais y arriver dans les mots. C'est des choses beaucoup plus subtiles. Et donc, cette analyse, quand c'est pour soi-même, c'est déjà aussi beaucoup plus, Difficile. difficile, d'où l'importance de ta présence parmi nous. Et, Exactement. euh, dis-nous comment ce triangle va se manifester concrètement dans nos relations. Bah, tu l'as déjà commencé à le dire, mais que ce soit aussi bien personnel que professionnel. Ouais. Alors effectivement, ça se joue à tout niveau, d'accord? Et comme tu disais bien aussi, on joue tout le temps en fait les trois en même temps. On peut jouer les trois et souvent il y a quelque chose qui joue derrière. Euh, à titre personnel, ça peut être dans le couple, ça peut être avec les enfants, ça peut être avec la famille, les parents, autres. C'est vraiment tout. À partir du moment où quelqu'un est dans une plainte sans faire de demande constructive, euh, la personne, elle est dans le rôle de victime. À Hmm. partir du moment où la personne, elle veut aider quelqu'un alors qu'elle a pas, on lui a rien demandé, elle n'a pas été sollicitée pour ça, elle est dans le rôle de sauveur. Et à partir du moment où la personne commence à critiquer, à être sarcastique, à faire de l'ironie, c'est aussi déjà le début du rôle de persécuteur. Donc tu vois, on y va très facilement. Et tu vois, même moi, je pensais que je ne faisais jamais le rôle de persécuteur. Et quand j'ai découvert tout l'univers du Karpman Process Model, je me suis rendu compte que non, non, j'y vais bien. Ça aussi, je le fais, même si c'est pas le rôle que je joue le plus, je fais tous les rôles. Euh, Hmm. au niveau professionnel, ça va se voir avec, par exemple, un collègue qui se sent débordé, et qui ne sait plus comment faire, qui va plutôt, là, montrer un rôle de victime en général, qui va, plutôt que de demander clairement de l'aide, va juste se plaindre. Tu vois, pareil, toujours dans le même style. Ça peut être aussi votre chef qui critique votre façon de travailler, qui va peut-être être là dans le rôle de persécuteur. Ça peut être un collègue aussi. Et aussi, bah, ça peut être votre collègue ou votre manager aussi, hein, j'ai vu les deux, qui veut absolument vous aider et faire peut-être à votre place ce que vous êtes, ce que vous vouliez faire. Et là, il vient dans le rôle de sauveur, alors que c'est pas du tout ce que vous attendiez de lui. Du coup, voilà, c'est vraiment comme ça que ça se manifeste dans les relations. C'est vraiment ces trois façons de fonctionner qui interviennent à chaque fois. Donc au début, on voit pas forcément où est le mal, et ça va être important, un peu comme tu disais, de poser ses limites assez vite pour pas que les choses s'enveniment et prennent des proportions plus importantes. Oui, c'est là où c'est compliqué dans une relation d'emprise, c'est parce que je le rappelle, l'emprise ne commence pas quand ça commence à aller mal, ça commence déjà dès le départ quand tout va bien en plus, hein. Et en fait, cette dynamique-là est déjà mis en place tout au départ. C'est-à-dire que quand le ou la PN va mettre l'autre au tout début, j'appelle ça la phase de lune de miel, hein, un petit peu sur un piédestal en disant mais t'as vu tout ce que t'apportes, va lui demander de l'aide, va tout ça. Finalement, va le mettre dans ce rôle de sauveur, va le mettre dans ce côté-là pour lui euh, se mettre en avant, mais mine de rien, et créer cette fusion parce qu'il y a ce côté-là, et ensuite aller dire je prends la personne et je l'amène après dans mon univers. Et là, va de nouveau se transformer, où là, c'est lui qui devient sauveur, hein, toujours, euh, mettant l'autre en rôle de victime, qui va à un moment être soumis, et jusqu'à après passer dans les phases plus compliquées de violence. Finalement, petit par petit, dans ce démantèlement de la personne, et là, il devient réellement persécuteur. Mm. Et
Quand il commence à être persécuteur, on voit que la victime va passer aussi dans le sauveur. Moi, je sais qu'il y a des moments où je dis, ok, bon bah là, il s'en prend à moi, mais en même temps, grâce à moi, grâce à ça, il évolue. Je l'aide d'une certaine manière. Enfin, j'ai eu ce mode de fonctionnement-là. Mm. Et à d'autres moments, d'être tellement à bout, parce que c'est une pression sur le long terme, que moi-même, je m'en suis prise à d'autres personnes quand on me disait quelque chose où j'explosais, bah, mode cocotte minute. Et donc là, je passais dans le rôle de persécutrice, alors que toute notre dynamique quand même quand on a commencé, parce que nous avec Atel on s'est connus à l'école de coaching donc il y a quelques années, et donc on est dans cette dynamique de vouloir aider, apporter, mais on n'en reste pas moins des êtres humains, et comme tout à chacun, bah, à parfois se faire avoir et emporter dans des relations pas si top, hein, d'où l'importance après de se former et de connaître les bonnes personnes. Mais là, c'est vrai que quand on dit, ah bah non, moi j'essaie vraiment d'être gentil, d'être bien, d'être tout ça, bah oui, mais il y a un moment, comme tout à chacun, on peut exploser parce qu'on n'en peut plus. C'est une Mm. vraie souffrance à l'intérieur. Et ben on le déverse sur les autres. Et donc ça va se manifester encore plus dans une relation d'emprise où là, il y a un tel enfermement de la victime, qui est parfois coupée complètement des autres, que ça devient même encore plus fort à certains moments dans ces cas-là. Exactement. Je voudrais rajouter un truc, si tu vois aussi, c'est que justement, quand quelqu'un t'envoie en carton de princesse modèle, que la personne envoie un hameçon. Elle t'envoie une phrase, un ton, un regard, quelque chose, ça s'appelle un hameçon, qui en fait te fait perdre ce qu'on appelle ta pensée claire. Et en fait, une fois que tu as le hameçon dans la bouche, eh ben, tu n'arrives plus à réfléchir, tu n'arrives plus à parler, et c'est comme si c'était plus fort que toi et que tu réagissais d'une certaine façon. C'est pour ça, en fait, hein, qu'on est embarqué si vite et que, il se passe des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est super important, bah, comme tu dis, d'avoir conscience de toutes ces choses-là, de tout ce qui se passe, pour se rendre compte, tiens, la personne m'envoie un hameçon, waouh, je réagis, enfin, je m'en rends compte et je ne vais pas réagir, je ne vais pas me laisser emporter, je ne vais pas me laisser embarquer. Et bah, l'idée, c'est d'apprendre quels sont les hameçons, à quoi on est sensible et bah, faire en sorte de pas partir quand la personne nous dit un mot, une phrase, quelque chose qui nous active. Bah, alors, tu as déjà commencé à répondre à la question précédente, qui est quand on est face à un manipulateur, pourquoi est-ce qu'il est presque impossible de rester en dehors de ce triangle sans outil spécifique? Alors bah déjà, tu vois, justement, manipulateur, c'est un joueur toxique. Donc Mm. lui, il ne sait fonctionner que comme ça, il ne sait que jouer. Tu vois, on appelle ça jouer. Et ça va être plus fort que lui. Lui, il va lancer des hameçons ou lancer ce qu'on appelle aussi carrément des invitations à jouer. Et si en face de lui, il a quelqu'un qui est réceptif, bah là, il a gagné. Il a trouvé quelqu'un avec qui jouer, c'est un vrai bonheur. D'ailleurs, en fait, un manipulateur, il va se concentrer que sur les personnes qui sont sensibles, parce que ça marche pas avec tout le monde en vrai, d'accord? Mhm. Ça va marcher avec ceux qui sont sensibles. Un manipulateur, souvent, il va commencer en cherchant, peut-être en commençant par le rôle un peu de victime, il va chercher quelqu'un qui va bien vouloir le sauver. Et souvent, il y a comme quelques personnes qui sont sensibles à ce rôle. Et il va donc inviter la personne à jouer, elle va commencer à vouloir le sauver, à l'aider, et là, petit à petit, tu sais, il va être dans le charme, il va être, comment dire, il connaît tous les mécanismes émotionnels pour pouvoir brouiller l'esprit des gens, et ce qui fait Mm. qu'il va être à moitié dans la séduction, un peu dans le voyage, un peu dans le menace et récompense, toutes ces choses-là, et petit à petit, il va réussir à englober, attraper sa victime, parce que la personne va passer justement du rôle de sauveur au rôle de victime, et il va créer de la dépendance. Il va faire en sorte que la personne euh, ait envie, ça va être une sorte de paradoxe entre l'envie d'aider l'autre et l'envie que la personne l'aide. Voilà, toutes ces choses comme ça, mais avec un peu, tu sais, aussi caresse et claque, le côté un coup je suis gentil, un coup je suis désagréable, et la personne va se concentrer, malheureusement souvent dans ces cas-là, la personne va se concentrer sur les moments où il est sympa plus que sur les moments où il n'est pas sympa. Et ça va poser problème. Et le truc, c'est qu'une fois que la personne est dans ce cadre-là, elle va commencer à douter de ses propres ressentis, de son intuition, elle va douter
Est-ce que, enfin, elle va se demander, est-ce que je dois rester avec lui? Enfin, c'est pas toujours d'ailleurs une relation amoureuse, mais elle va se Ouais, demander, est-ce que je dois continuer à travailler avec lui aussi? Parce que c'est vrai que j'ai eu des cas aussi, c'est des personnes au niveau du travail. Et ouais. c'est pas toujours évident. Et souvent, la personne, elle a beaucoup de mal à l'idée de partir. Parce que, je sais pas, elle se sent responsable de lui aussi parfois. Je sais pas justement si toi, ça t'avait fait ça, ce côté. Alors, pas tant responsable, mais il y a plusieurs choses qui se passent. Comme tu l'as dit, déjà, il y a l'addiction. C'est-à-dire que comme on a parfois, même si elles sont de moins en moins présentes, ces moments de... Moi, j'appelle ça des moments de récompense. Et vraiment, quand on analyse son histoire, c'est un truc de fou. Ou parfois, là, je repars sur des exemples personnels, mais dire, bah, voilà, j'avais bien fait ce qu'il attendait de moi. Donc la récompense, c'est que bah là, il m'a invité à aller avec lui dans sa famille, par exemple, et vraiment, alors que c'était pas prévu, ou aller à une sortie, etc. Tout était organisé sans moi. Mais là, comme j'ai bien fait ce qu'il fallait, j'ai fait ma fille sage, j'ai le droit à un bon point. Surtout qu'il y a eu avant ça un coup, c'est-à-dire qu'il y a eu déjà des moments, enfin pas un coup physique, mais des moments très compliqués à vivre où justement je m'en étais pris plein la tête. Donc dans ces moments-là, qu'est-ce que je fais? Moi, je m'éloigne quand même un petit peu déjà pour pleurer et essayer de comprendre ce qui se passe et ne rien comprendre, etc. Entre deux, ben, il y avait des choses à faire, donc j'agissais. Quand j'agissais comme il prétendait qu'il fallait faire, eh bien là, j'avais la récompense. Mais ces petits moments de récompense, alors ça on le découvre aussi derrière, c'est vraiment un côté addictif. C'est-à-dire que on est tellement content d'un seul coup d'avoir un peu de gentillesse, de respect et d'un truc positif qui se passe que pouf, là on a les hormones du bonheur à fond dans le cerveau qui se libèrent. Oh, c'est trop bien. Et donc même si c'est un minimum dans cette relation et que ça se passe de moins en moins, bah, finalement ça retient parce qu'on a envie d'avoir notre dose de shoot. Ouais, Donc exactement. il y C'est a tout à ça. fait ça. Et, Euh, et après, il y a encore aussi d'autres choses, c'est qu'on est au fur et à mesure du temps de plus en plus impliqué. Moi, j'étais pleinement impliquée, je vivais avec cette personne, donc j'avais déménagé loin de ma famille, de mes amis pour. J'étais impliquée dans un projet professionnel où je m'étais mis complètement et je ne gagnais pas ma vie avec ça, mais j'appelais ça mon bébé, en fait, ce projet-là. Donc j'étais financièrement pas autonome, donc ça joue aussi. Il y avait toutes ces promesses de projets, etc., qui m'avaient tellement plu, tellement parlé, que ça m'avait tellement nourri, c'est tellement ça que je voulais faire, que je m'accrochais à ça. Et j'avais mis toutes mes économies, parce qu'on était associés, donc dans ce projet-là. Et donc, il y avait tellement, ça c'est aussi, ben, on le voit hein, dans le côté cognitif, c'est que quand on est tellement impliqué dans quelque chose, même si ça va mal, il y a ce mode de fonctionnement, on dit, ah, bah, attends, j'y vais, j'essaie de sauver encore et d'y croire encore, au lieu de faire demi-tour. Et, euh, et ça, c'est aussi très compliqué. Puis comme tu le dis, dès qu'on va avoir quelque chose en disant, mais non, ça, c'est pas normal. On va voir la personne, le ou la PN est très très doué pour retourner la situation, passer lui en mode victime, ce qui fait que nous, on repasse en mode sauveur en disant mais comment j'ai pu faire ça à cette personne et comment j'en suis arrivé là? Mais en plus, il va tellement après aller plus loin, ce qui fait que la conversation, en fait, c'est nous qui étions très légitimes de dire là, c'est pas normal ton comportement, et qui allons nous retrouver fautifs, en pleurs, et on a l'impression d'être complètement nuls. ouais, très doué pour faire culpabiliser sur ses propres manipulations. Ouais, Ouais. de renvoyer l'autre, ce qui fait que, et d'ailleurs c'est pour ça que souvent les victimes, euh, quand ils viennent me voir, on me dit, mais en fait je ne sais pas si c'est moi le PN ou si c'est lui. Donc ça c'est la première question qu'ils me posent en général. Ouais. Ouais. Et aussi la question de dire, mais est-ce que je suis folle? Parce que Ouais. moi j'ai principalement des femmes. Ouais. Ouais. Et je sais que j'ai eu ce positionnement-là, j'ai eu un moment, un coup de fil où j'ai raccroché et je me suis dit, mais en fait il veut que je devienne folle. Ouais. 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 Tellement il y avait ce côté contradictoire dans ses propos et de dire là blanc j'essaie de faire blanc c'est noir et puis ci et puis ça et c'était tellement à tel point qu'il n'y a pas possibilité de rester dans quelque chose de stable sur lequel se raccrocher et après bah, c'est là vraiment on peut dire l'emprise est pleinement présente, c'est-à-dire quoi qu'il se passe c'est l'autre qui Ouais. domine quoi. Ouais. Après, je voudrais rajouter une chose. Alors, du coup, ça sort un peu dans l'emprise, mais quand même, des fois aussi, il y a des personnes, c'est pas que chacune n'est pas forcément toxique, mais c'est la relation qui est toxique. Et c'est quand ils Oui, sont ensemble où ça devient toxique, en fait, tu vois. Chacun, séparément, ça va. C'est la dynamique ensemble qui est très toxique parce que justement, ils sont à fond dans le triangle de Cartman. D'accord? Alors, bien sûr, mais toi, tu es plus sur l'emprise. Donc là, vraiment,
ça va plus loin. Mais Oui. une chose est sûre, c'est que, en tout cas, malgré tout, et là, enfin, je sais que j'en parlerai un peu après, mais on a aussi sa part de responsabilité dans ce qui se passe, ne serait-ce qu'en acceptant tout- toutes les choses venant de l'autre et justement en prenant pas le recul nécessaire pour pas se laisser embarquer. Tu vois, c'est juste faire attention à ça. Je suis pas en train de dire que les gens sont pas victimes, hein. C'est juste que toujours se rendre compte, parce que le problème c'est que tant que tu penses que c'est l'autre qui est responsable de tout, bah, tu n'as aucun pouvoir. Tandis que Mhm. plus tu commences à réaliser que tu as ta part de responsabilité dans le fait de laisser faire l'autre, et bah, tu commences à reprendre ton pouvoir et tu commences à pouvoir faire certaines actions. Oui, et qui plus est, c'est même quelque chose qui est essentiel. Alors c'est vrai que c'est pas la première chose que je vais faire quand j'ai des victimes parce que bah déjà c'est très basiquement un travail sur les traumas et dans le quotidien, qu'est-ce que je fais ici et maintenant pour me reconnaître Mm, parce que les personnes ne savent plus hein, quels sont leurs besoins, leurs valeurs, elles sont complètement perdues. mm, Mais dans un deuxième temps de reconstruction, là, de prendre ce côté responsable, donc comme tu le dis, bien évidemment, aucune victime n'est responsable des violences qu'elle subit. La responsabilité, c'est j'ai subi ça, qu'est-ce que je fais avec ça? Et ça, c'est indispensable, comme tu dis, pour reprendre son pouvoir, parce que là, oui, bah effectivement, nous sommes restés dans cette relation, hein, je m'inclus dedans, mais justement parce qu'on avait des failles, failles qui ont été exploitées par le PN. Et notre responsabilité à nous, c'est de dire, bon, bah je porte un regard là-dessus, je me juge pas. Ça sert mm. à, c'est juste Oui, c'est pas contre-productif. l'autoflagellation, c'est juste Voilà, c'est juste, voilà, là je retourne porte que, tiens, là j'avais ce besoin, alors de faire plaisir, là j'avais peur d'être abandonnée, là j'avais besoin d'être aimée, etc. Et c'était tellement fort que bah, je suis rentrée dans cette relation et qu'il en a profité et qu'après l'emprise s'est accédée et que mes peurs là de besoin, et d'ailleurs en fait c'est ce que fait un PN dans la relation, dans la partie lune de miel, il pose beaucoup de questions sur soi et comme ça il repère toutes les failles de la victime et il sait parfaitement sur quoi appuyer. Je l'ai déjà pris en exemple, mais une conversation qu'on avait eue un moment et il m'a donc engueulé, clairement, hein, il m'a envoyé tout ce qui n'allait pas chez moi. Et à tel point, c'est tellement violent que je n'ai que le début et la fin de la conversation, tout le reste est dans mon inconscient, je l'ai zappé. Mais la fin de la conversation, ça est terminé en me disant, mais de toute façon, si tu continues comme ça, je prends mes affaires et je m'en vais. Et là, j'ai tilté parce que c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est qu'il y a une partie de moi qui est restée consciente de certaines choses et l'autre qui se faisait, on va dire, avoir. Mais la partie consciente, ça me dit, mais là, il fait ça parce qu'il sait très bien que moi, petite, je voyais plus mon père, donc j'ai cette blessure de l'abandon, etc. Et donc là, pouf, il essayait de jouer là-dessus. Et donc j'avais conscience de ça. Et c'est ce qui fait pendant toute la relation, ce qui fait que c'est pour ça que quand on n'est pas bien, il va appuyer sur nos failles et elles, comme elles sont là bien présentes et encore plus accentuées par sa présence, là elles sont là. Et notre responsabilité, comme tu dis, c'est de comprendre ce triangle pour voir ces failles et dire, ok, mais comment là maintenant je vais pouvoir nourrir ça pour ne plus dépendre de l'autre et que ça soit plus des failles justement et avoir des fondations saines qui me permet de dire, mais en fait, quand là il y a un manque de respect, un dépassement de limite. Mm. Et bah, tout de suite, je mets non, je ne veux pas de ça dans ma vie. Et là, bah, là pour le coup, les PN, ils restent pas parce que, bah, comme tu l'as dit toi-même, ils n'ont pas trouvé de Ils n'ont joueur. plus d'accroche, ils n'ont plus de joueurs. T'as pas répondu ni à leur hameçon, ni à leur invitation à jouer. Donc effectivement, là, ils changent de victime. Voilà, ils vont aller voir ailleurs. Mm. Et donc, quel premier pas concret une personne peut-elle faire pour sortir de ce triangle? Alors déjà, j'ai envie de te dire, quand c'est possible, déjà peut-être s'éloigner physiquement aussi autant que possible. Ça, Déjà c'est première étape. nécessaire avec une relation avec un PN dans Couper tous les les cas. ponts autant que possible. Alors après, des fois, je sais que c'est pas toujours évident, bah, justement quand c'est la famille ou des choses comme ça. Quand c'est le travail, moi, je recommande quand même de plutôt essayer de changer de société quand c'est possible. Ou Ouais. selon les cas, peut-être on parlait au RH, choses comme ça, mais j'ai remarqué que généralement, c'est plutôt long. Mais bon, voilà, en tout cas, se protéger soi et se mettre en retrait. Déjà, j'ai envie de te dire, première étape. Après, je dirais qu'il y a plusieurs questions à se poser. Pour moi, ça va être déjà justement se dire à quoi suis-je sensible? Est-ce que justement je suis sensible aux gens qui critiquent et qui sont agressifs? Est-ce que moi je suis sensible aux gens qui veulent apporter de l'aide alors que je n'ai pas sollicité? Est-ce que moi je suis sensible aux gens qui se plaignent et qui ont besoin d'aide justement, même s'ils ne sont pas très clairs? Donc déjà si on a conscience de ça, c'est en gros là tu fais attention à ton hameçon, tu vois, en gros. Et D'accord. justement tu fais attention de ne pas te faire activer, tu vois. Après, justement, vérifier aussi quelle est ta propre tendance.
Toi, justement, est-ce que tu as tendance à conseiller alors qu'on t'a demandé? Est-ce que tu as tendance à faire des critiques qui sont peut-être pas assez, enfin non constructives et voilà, à être ironique, à faire du sarcasme, des choses comme ça? Est-ce que tu as tendance à te plaindre et à pas faire de demande claire si tu as quelque chose qui va pas? Tu vois, donc déjà, prendre ce Ouais. recul-là, deuxième chose. Et puis après, bah justement, quelle est ma part de responsabilité? Est-ce que, dans le sens, est-ce que j'ai joué un rôle? Est-ce que j'ai fait un rôle de victime et c'est pour ça que j'ai quelqu'un, le persécuteur ou sauveur, qui est venu? Tu vois, l'idée, c'est tout ça, c'est de prendre conscience de ces choses-là, de savoir ce qui se joue. D'accord? Donc Mm. déjà, cette première étape, centrée sur soi. Deuxième étape, c'est quand on est face à quelqu'un, du coup, justement, réussir à prendre du recul pour essayer de se dire, tiens, dans quel rôle lui, il est. Donc, justement, bon, là maintenant, je pense que ça a commencé à comprendre. Est-ce qu'il est critique plutôt dans le rôle de persécuteur? Est-ce que la personne avait plutôt tendance envahissante, donc rôle de sauveur? Ou est-ce que la personne se plaint sans faire de demande claire, plutôt rôle de victime? Donc voilà, normalement, déjà, tu te poses un petit peu toutes ces choses-là. Et voilà. Et ce que tu essayes de faire, c'est que tu te concentres sur la personne et pas sur son rôle. En fait, c'est là où je trouve ça assez sympa. C'est comme si la personne avait un masque et que quand elle est dans son rôle, c'est plus elle qui commande, c'est ce rôle, tu vois. Et le fait Mhm. de pouvoir réussir à séparer, en gros, le comportement de la personne, ça te permet d'avoir toi-même du recul pour moins être activé, tu vois. Euh, déjà, Oui. je dis pas que c'est simple, mais déjà, Oui. euh, déjà c'est pas mal. Aussi se rappeler à chaque fois que quelqu'un est dans un rôle, c'est encore une idée, c'est souvent, il souffre de quelque chose. Ok. Alors Mm. peut-être pas dans le cas d'un pervers narcissique, c'est peut-être encore autre chose. Mais là, en tout cas, il y a souvent ça. Il faut savoir que derrière chaque rôle, en réalité, il y a une intention positive. Je sais que c'est c'est étrange, mais bah, par exemple, derrière le rôle de sauveur, c'est l'envie d'aider, donc c'est plutôt gentil en soi. Derrière le rôle de persécuteur, c'est l'envie d'être entendu, d'accord? Donc il le fait juste de façon très maladroite, mais voilà. Et derrière Mm. le rôle de victime, c'est le fait d'avoir envie de partager ses difficultés. Voilà. Donc Oui. quand on comprend ça, ça permet d'avoir un plus de tolérance. L'idée, c'est ça, tu vois. En tout cas, avec moi, l'outil Kirkman Process Model, ça permet d'avoir plus de recul et d'avoir de la tolérance vis-à-vis des comportements des gens. Et l'idée, Et de c'est que quand tu as soi-même. conscience de tout ça, tu es moins activé par tout ça. Hmm. Et, et puis surtout, si tu vois là finalement quel est ton rôle, comme là par exemple de dire bah, je suis sauveur parce que j'ai envie d'aider les gens, tu reviens finalement à la belle partie et dire bon bah ok, comment je peux répondre à ce besoin, à cette envie qui est belle et qui est nécessaire. Et pareil, en tant que victime, de dire en fait j'ai besoin de partager, c'est aussi important de dire ce qui Mhm. va pas. Exactement. Donc derrière, de dire ok, comment je peux manifester ça de manière saine. Mais Exactement. hmm, Exactement, tout à fait. De se rendre compte pour soi de bah, justement, tu as des difficultés, et ben, tu vas pouvoir faire preuve de vulnérabilité et faire une demande claire, tu vois, quelque chose comme ça. Tu as envie d'aider, bah, tu peux proposer ton aide, mais pas l'imposer. ouais. Tu as envie d'être entendu, bah, tu vas peut-être pouvoir t'affirmer, mais pas, pareil, imposer ta vision des choses aux autres. Voilà. Donc déjà, rien que pour soi-même, déjà c'est pas mal, et quand tu fais le travail pour toi, c'est pas mal. Déjà. Oui, et puis c'est là que tu peux aller vers l'essentiel. Comme pour nous, bah, aider, c'était important. On a dit, OK, on en fait notre métier. Mais là, c'est les gens qui viennent nous solliciter. C'est eux qui prennent rendez-vous. C'est eux qui posent des questions. Et nous, parfois, bah, on va proposer, comme j'ai des offres de tout ça, on propose certaines choses où on sait que ça peut aider. Mais les gens, si ça ne leur parle pas, ils passeront à côté. Si ça, c'est pas le moment, ils passeront à côté. Si on n'est pas dans la bonne énergie, ils passeront à côté. Ça reste dans tous les cas quelque chose de choisi. Et donc là, on est dans quelque chose finalement de sain ou ça peut être des personnes qui arrivent en disant, bon, bah là, j'ai des difficultés, je viens vous voir parce que j'ai besoin d'aide. Et donc, il manifeste ce besoin-là, il va pouvoir en parler, mais de manière saine, pour justement évoluer sans imposer quelque chose de néfaste aux autres. Non. Pareil pour le besoin d'être écouté quand on est dans une relation saine, j'entends, c'est encore différent effectivement avec un Ouais, PN, mais ce besoin d'être écouté, je crois que pareil, on l'a tous un moment ressenti, de ouais. dire mais écoutez-moi, et donc d'apprendre, de dire ok, comment je peux manifester ça et quel besoin aussi parfois j'ai derrière, de dire mais pourquoi ça en arrive là? Est-ce que je me suis trop camouflée? Est-ce que je ne communique pas de la bonne manière? Est-ce que justement j'ai tendance à trop laisser aller en disant en mode sois gentil, je suis gentil donc bon bah vas-y, vas-y, vas-y. Et de ce fait-là, personne ne me demande, mais parce que je n'ose pas.
exprimer mes éléments, ce qui m'importe. Donc c'est vrai que c'est une démarche essentielle d'apprendre à se connaître finalement. Exactement, ça revient toujours à ça, le fait de se connaître, savoir comment on réagit pour, euh, pour mieux comprendre et réagir différemment face aux gens. Et donc, quelle technique de communication, parce que c'est quand même vraiment ta spécialité, hein, tout ce qui est communication, peuvent aider à poser des limites efficacement? Ouais, et bah écoute, déjà, j'ai envie de te dire que le truc que je me rends compte, c'est que la plupart des gens ne sont pas au clair avec leurs propres limites. Et ça, en tout Eh cas, oui, moi, avec les personnes que j'ai accompagnées, parce que j'ai beaucoup eu de personnes qui avaient des problèmes à s'affirmer. Et ce que j'ai constaté avec effroi, c'est que, je sais pas, 95% des gens ne connaissent pas leurs propres limites. Donc ouais, déjà, première étape, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas? Est-ce que j'accepte qu'on me parle mal? Est-ce que j'accepte qu'on ait une heure de retard? Est-ce que j'accepte, voilà, tu vois. Et puis oui, il y a et des avec choses, cette il y a une sorte nuance. de dosage, Je tu veux vois, où dire, peut-être que 5 minutes de 15 retard, minutes, je ça peux va. comprendre, une heure, peut-être pas, tu vois. Voilà, à quel moment on dit là, il y a un stop, j'arrête. Parce que pareil, comme tu le dis, on vit quand même en société, donc d'avoir quelqu'un qui s'énerve parce que bah, ça arrive, c'est pas pour autant quelqu'un qui veut être toxique ou néfaste. Donc Exactement. jusqu'où moi je peux accepter, parce que dire Exactement. ok, je comprends, il est dans son truc, mais à quel moment je peux dire écoute, là non, c'est trop pour moi, s'il te plaît, Ouais, exactement. ou je m'éloigne, ou là toi tu fais quelque chose parce que ça c'est sa responsabilité, mais Mm, dire en fait oui, jusqu'où je peux accepter les choses. exactement. Donc Mm. déjà, accepter ça, et puis bah, des fois, ça va aussi dépendre des circonstances, des personnes enfin, où il y a le problème. Je vais accepter plus de choses, par exemple, de mes enfants que de mes parents, par exemple. Je vais accepter aussi plus de choses euh, parfois enfin, de mon conjoint que d'un de mes clients. Enfin, tu vois, je vais pas accepter qu'on me parle de certaines façons. Enfin, déjà, je vais pas accepter qu'on me parle mal, ça c'est sûr. Mais C'est bien. du coup, bah, justement, à quel moment tu dis stop? Et qu'est-ce que tu fais, tu vois? Donc c'est vrai que déjà, penser à tout ça et préparer tout ça. Après, justement, pour revenir par rapport au triangle de Karpman, il y a comme des techniques aussi avec chacun des rôles. Parce que par exemple, dans le rôle de persécuteur, en fait, tu vas dire, j'accepte la discussion, mais ça va être à mes conditions. Donc on se parle sans agressivité, on se parle calmement, tu vois, on pose les conditions Oui, comme ça. on met Je les veux bien règles. discuter avec toi, j'entends que tu as envie de me dire quelque chose, ça a l'air d'être important pour toi, mais par contre, on se parle calmement, tu vois. Et généralement, déjà, ça peut aussi aider et calmer. D'ailleurs, sache-le, souvent aussi avec quelqu'un qui sera dans le rôle de persécuteur, quand il est agressif avec toi, déjà rien que le fait de rester posé, calme, euh, et tu ne réponds pas pendant quelques secondes, de lui-même, il va dire, ah ok, excuse-moi, là, je me suis un peu emballé, emporté, tout ça. Alors, Avec évidemment, des ça va personnes dépendre. saines, pas Voilà, avec le PN, comme on dit. c'est ce que j'allais rajouter, avec les personnes saines. Évidemment, quelqu'un qui sera un joueur toxique, manipulateur, Ouais, PN, il y a des chances que lui ne se remette pas en question. Mais c'est avec sûr, les même. personnes saines, première étape, en général, ça marche. D'accord? Après, pour quelqu'un qui serait dans le rôle de sauveur, donc là, la personne, elle veut t'aider, elle veut te conseiller plein de choses, bah, là, tu vas la remercier pour l'aide qu'elle propose et tu vas lui dire, bah, là, j'en ai pas besoin. Alors, dans certains cas, je propose de donner un os à ronger. Pourquoi pas? Par exemple, quelqu'un veut t'aider absolument sur tel truc, je sais pas, pour ta fête que tu prépares, et tu lui donnes un truc qui a assez peu d'importance pour toi. Pourquoi pas? Juste attention, parce que des fois, quelqu'un qui est dans le rôle de sauveur, c'est pour pouvoir te reprocher après, t'as vu, après tout ce que j'ai fait pour toi. Voilà, des choses comme ça. Ouais, Donc juste attention à ça, voir, être sûr que la personne, elle ne revendique pas quelque chose derrière. Donc c'est pareil, toujours à doser. ça, c'est Et ce par que fait un PN systématiquement. voilà, c'est ça. C'est pour ça, ça va dépendre aussi quand même de tout ça. Et après, ensuite, pour quelqu'un qui serait dans le rôle de victime, donc je rappelle que lui, il veut être aussi entendu, mais par rapport à ses difficultés, bah, du coup, en gros, on va le valoriser l'expression de ses difficultés, lui dire, Mm. bah, écoute, enfin, entre guillemets, bravo d'être capable de dire quelles sont tes difficultés et bah, de quoi tu as besoin, si on a vraiment envie d'aider, enfin, si on a vraiment envie d'apporter de l'aide, ou si on n'a pas envie qu'est-ce que tu peux faire pour t'en sortir? Mais lui poser les questions et surtout pas venir l'aider alors qu'il ne l'a pas sollicité. D'accord? Je vois pour des choses toutes simples, des fois, avant, moi, quelqu'un autour de moi disait, ah là là, je trouve pas ceci, je trouve pas cela. Super Catel arrivé à la rescousse. Ah, mais attends, je viens t'aider. Maintenant, tant qu'on m'a pas dit, est-ce que tu sais où sont passées les clés, machin, là, je ne réagis pas, tu vois, mais ça m'active toujours encore, tu vois, parce que le rôle Oui. du sauveur était vraiment bien, 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 bien ancré chez moi. Mais maintenant, je sais que non, ça n'aide pas les autres, en fait, de réagir. C'est attendre que la personne fasse une demande claire. Voilà Mm. pour ces choses-là. Et raisonnable aussi, hein, parce que des fois, il y a des gens qui vont te demander des choses
complètement irraisonnable, genre un détour de 2 heures pour te déposer quelqu'un d'autre, j'ai pu le faire, fut un temps. Maintenant, je sais que non, 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 non. D'abord, réfléchis avec si ça te convient, si ça te convient pas. Un truc qui peut aider sur ça aussi, justement, ça va être euh, quand tu dis, euh, quand tu dis oui à quelqu'un d'autre, tu dis non à quelque chose d'un peut-être important pour toi. Et voilà, ça revient aussi à poser tes limites. Est-ce que ça te dit de passer 2 heures pour aller déposer quelqu'un? En général, c'est rarement le cas. Donc voilà, tu vois, donc ça fait partie pareil de quelles sont tes limites et qu'est-ce que tu acceptes ou qu'est-ce que tu acceptes pas. Hmm. Et comment on peut faire la différence entre une vraie bienveillance et un faux sauvetage qui nous enferme finalement dans ce triangle? Ouais, alors pour ça, bah, tu vois, la vraie bienveillance, elle va stimuler l'autonomie. Elle va faire en sorte que euh, elle va partir de tes compétences. Elle va écouter ton rythme, elle va écouter tes choix euh, et Hmm. prendre en compte tout ça et faire en sorte que tu grandisses, tu vois. Oui. Alors que le côté faux sauvetage, elle va généralement créer la dépendance. Elle va plutôt être en train de te dire, moi je sais mieux que toi, je saurais me faire mieux et plus vite que toi. Et elle va avoir tendance à essayer de deviner, anticiper tes besoins pour faire à ta place, mais du coup, hein, elle te rend euh, dépendant. Donc là, l'idée, Mhm. c'est vraiment pas ça. Et en gros, le repère, tu vois, pour le plus fiable pour ça, ça va être une phrase qui dit: la bienveillance élève, alors que le sauvetage enferme. Ah oui. J'aime bien la phrase. Si tu veux, je te la redis: la bienveillance élève, alors que le sauvetage enferme. Mais c'est même à retenir pour le coup, alors, c'est une aparté, mais comme je travaille aussi avec des entrepreneurs du bien-être, Mm. justement, on peut retrouver ça. Et là, dans la formation d'hypnose là, que je viens de commencer, la première chose qu'il fait, il s'est dit, mais les accompagnants, vous êtes en position basse. C'est-à-dire que le but, c'est d'accompagner les personnes, mais pour qu'elles prennent leurs responsabilités, qu'elles mettent des choses en place. Et vous, bah, vous connaissez juste des chemins qui peuvent l'aider, mais vous êtes à côté de la personne. Mm. Et pour le coup, pour avoir déjà rencontré des accompagnants qui prenaient cette dominance, Mm. là, en fait, eux, ce qu'ils voulaient, c'était dire, mais moi, je sais, et donc prendre ta propre force, ta propre énergie, pour que tu n'aies plus d'autonomie. Et de ce fait-là, il y a cette, comme tu le dis, cette dépendance de dire, mais en fait, lui, il sait. Et ça, c'est extrêmement néfaste. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose à faire très attention parce qu'on peut le retrouver dans tous les domaines, y compris bah, dans notre domaine qui nous tient tellement à cœur. Mais oui, il Mm. y a malheureusement aussi des dérives, pas forcément volontaires, hein. Il y a aussi Ah des non, personnes, c'est parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne se rendent pas compte exactement. qui sont sauveurs. Et donc ça, c'est primordial que vous soyez au clair avec ça. Et Mm. parfois, vous dites, bah non, là, en fait, ça, c'est une énergie qui va pas m'aider sur le long terme. Même si il y a un côté quand on est perdu, quand on n'est pas bien, et que d'un seul coup, il y a quelqu'un qui nous dit, ah, mais moi, je sais. On dit, ah, super, c'est bon. Mais sauf qu'en fait, en réalité, sur le long terme, c'est très, très néfaste. C'est plutôt, non, moi, j'ai quelques petites choses qui peuvent t'aider, ça, ok. Et je vais te montrer tout ce que toi, tu as à l'intérieur de toi. Et Exactement. là, on fait un vrai quelque chose dans la bienveillance parce que ça t'élève, comme tu le dis. Exactement. Et tu vois, moi, je trouve que pour le coup, tous les accompagnants, quels qu'ils soient, ils devraient être formés au triangle de Karpman parce que souvent, le rôle de sauveur, c'est bien vu, alors que, ben, en fait, ça rabaisse l'autre, tu vois. C'est à Mhm. partir du moment où tu penses que tu sais mieux que lui et tout, ça veut dire que l'autre, il a moins de valeur que toi. Et je trouve ça terrible. Et comme tu dis, si tu es en position haute et que l'autre est en position basse quand tu l'accompagnes, c'est pas bon, quoi. C'est soit d'égal à égal, soit effectivement, toi, tu es en position basse et tu es là pour l'aider à s'élever, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est quand même un vrai sujet. Et comme tu dis, moi aussi, j'ai vu quelques accompagnants qui mettaient leur cape de sauveur. Et je trouve ça bien, bien gênant, bien dommage. Et voilà. Bon, après, heureusement, il y a quand même de plus en plus de gens qui prennent conscience de tout ça. Mais c'est Oui. c'est quand même un sujet. Ouais. Mais comme tu le dis, effectivement, il y a des choses on appelle ça d'introspecter, de vraiment dire, mais je me connais vraiment moi-même dans mes profondeurs, Mm. de manière à pouvoir dire, bah, ok, nous, on est accompagnants, donc aucun de nous n'est parfait. On Mm. est nous-mêmes en train de cheminer vers nous-mêmes. Bien sûr, Mais bien sûr. déjà, quand on a conscience de ces différents axes, bah, on sait aussi ce qu'on doit se méfier. On sait aussi en disant, là, j'y vais pas.
pour l'instant, c'est encore un champ de mine pour moi, où le chantier est encore, là, je viens de raser, j'ai encore rien construit. On va me laisser le temps d'eux. Mais par contre, sur d'autres choses, dire, bon, bah, ok, là, cette partie-là, pour moi, c'est clair et je suis au fait et je peux, de ce fait-là, accompagner sur cette dynamique-là. Et là, on rentre dans des vraies relations qui sont saines pour tous, parce que même finalement, pour l'acteur, quand il est dans ce côté sauveur, comme tu le dis, il y a un moment ou un autre, il va se le prendre dans la tête. Ah bah, c'est clair. euh, et c'est néfaste pour lui, et ou il va s'oublier, ou il va bah, finalement finir par être malade, en burn-out, parce que C'est ça. Exactement. Bah, comme tu dis, en fait, dans le rôle de sauveur, en plus, du coup, comme je t'ai dit, moi, je l'ai beaucoup fait. Et clairement, en fait, tu t'épuises, hein. En fait, tu fais à la place des autres, tu penses que tu fais mieux qu'eux, que tu penses qu'il n'y a que toi qui peux les sauver et autres. Et au final, c'est toi qui t'épuises. Et c'est toi qui... En fait, les gens peuvent s'éloigner de toi parce que tu es envahissant. Hein, déjà, eux, ils en ont marre. Et inversement, toi, tu peux t'épuiser à trop vouloir faire tout, à tout prendre et autres, quoi. Donc, c'est vraiment super important de s'en rendre compte. oui, parce qu'il y a des personnes qui vont en profiter, qui vont pas Exactement, il s'éloigner y a en des disant, mais personnes ça me qui... va très ah bah bien c'est qu'elle sûr, fasse. exactement, il y Vas-y, en a, exactement, on charge la mule. exactement. Et puis la mule, à un moment, elle, pouf, elle explose, Voilà. elle n'en peut plus, ouais, tout à fait. Et donc, une fois qu'on sort de ce triangle, qu'est-ce qui change dans nos relations? Alors écoute, déjà, les relations, bah, elles deviennent beaucoup plus sereines, elles deviennent plus harmonieuses, on gagne en clarté, en fluidité, enfin, c'est un changement vraiment important où bah, on se sent comme allégé, tu vois. C'est comme, par exemple, donc moi je t'ai dit, j'ai beaucoup été dans le rôle de sauveur, à partir du moment où j'ai compris que je n'étais pas responsable du bonheur des autres, mais quel soulagement, en fait, tu vois. Un Quel poids énorme. allègement, un poids en moins, de se dire qu'en fait, je ne suis responsable que de mon bonheur, et c'est déjà pas mal. Effectivement, j'ai pas besoin d'aller sauver les autres. Pour le rôle de victime, c'est aussi justement bah, de se rendre compte que finalement, on a peut-être une certaine puissance, que quand on a des difficultés, on peut solliciter de l'aide, mais bah, ça se fait, on peut solliciter, d'accord? Bah, quand on sort du rôle de persécuteur, bah, c'est pareil, hein, quand on est dans le rôle de persécuteur, en réalité, souvent, on souffre parce qu'on s'en veut souvent d'avoir été agressif et autres. Donc c'est pareil, on s'allège de tout ça, on se sent mieux de pouvoir avoir des relations plus saines, plus harmonieuses. Je pense que c'est ça. Ouais, et puis bah, on va gagner du temps, on va gagner de l'énergie qu'on va pouvoir mettre sur autre chose, sur des projets plus importants, ou en tout cas ouais, sur des relations plus saines. Oui, et puis je rajouterais, moi je prends un exemple souvent, j'avais fait un atelier sur les besoins justement, parce que les gens ne connaissaient pas, et je terminais avec l'explication de dire en fait, sa vie c'est un peu comme une partie de tennis. Si vous changez de manière de jouer ou vous arrêtez de renvoyer la balle, ça va forcément impacter les joueurs d'en face. Mm. Et de revenir à soi, de savoir quels sont ses besoins, de comment y répondre, non seulement vous faites un cadeau à vous, Mhm. mais en plus, vous permettez à l'autre de voir que lui-même peut se le faire. Et donc, il y a un côté de chacun prend ses responsabilités. Quand toi, tu joues différemment, bah, l'autre n'a pas d'autre choix. Ou il va trouver un autre joueur, bon, bah, très bien, il en est là. Ou si la relation lui tient à cœur, parce que là, comme tu l'as dit, hein, ça peut être personnel, professionnel, amoureuse, Mm. familiale, et bien là, il va falloir aussi que chacun prenne ses responsabilités et rentre dans une dynamique plus saine de ce fait-là, qui va impacter aussi les autres personnes, parce qu'après, ça se fait au fur et à mesure. Et donc, c'est un petit peu ça aussi le côté colibri, de dire, ben Mm. non, je ne peux pas sauver le monde. Par contre, déjà, en faisant ce que je peux pour moi-même, ce qui est Mhm. déjà suffisamment de boulot, eh bien Exactement. là, ça va impacter les autres qui vont Mm. eux-mêmes peut-être avoir une attitude différente, une autre vision des Exactement. choses, de dire c'est possible, ou de Exactement. prendre conscience. Mm. Et là, boum, moi j'ai eu ça, bah, même avec, bon, c'était des victimes, donc pour le coup, même si c'est un peu différent l'emprise, parce que le PN, lui, ne changera pas, se remettra pas en question, c'est pour moi indispensable de comprendre ce mode de fonctionnement, parce que même quand on sort de cette relation, si on ne comprend pas ce triangle de Cartman, on va le revivre Ah autrement bah, c'est avec sûr. d'autres personnes Mm. et Et ça ça, empêche finalement de se reconstruire pleinement. exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Les gens qui prennent pas conscience de ces rôles qu'ils peuvent faire, bah, ils ont tendance à être toujours dans ce type de relation. Et moi, bah, clairement, c'était surtout avec mes parents que j'étais dans ce triangle de Cartman. Et puis depuis toute petite, hein, moi, j'ai baigné dedans direct, donc je n'ai connu que ça à l'origine. Donc pour toi, Et c'était normal. j'avais tendance, exactement, ça, c'était normal. Et j'avais tendance à faire ça dans mes relations autres, du coup, forcément, parce que c'était mon mode de fonctionnement. Donc c'est vrai que le fait de pouvoir en sortir, ça m'a aidé. Et tu vois, justement, quand tu parles d'inspirer, le fait de pouvoir en sortir en plus, moi, pour le coup, j'avais mon père très souvent dans le rôle de persécuteur et ma mère dans le rôle de
victime et ils échangeaient de temps en temps, et moi, donc, 80% du temps en rôle de sauveur, et bien, le fait de pouvoir en sortir, ça a aussi inspiré mon frère qui s'est rendu compte de toutes ces dynamiques relationnelles et autres. Donc, tu vois, c'est Hmm. important de pouvoir voir ça. Et même, ça me permet de voir que mes enfants ne reproduisent pas la même chose aussi entre eux, voilà, et faire en sorte que mes relations proches ne soient pas dans ce style-là. Et j'avais aussi des relations même amicales où il pouvait y avoir certains jeux relationnels. C'est vrai que j'ai parfois mis de la distance parce que je me suis rendu compte que c'était pas sain pour moi. Ou Ouais. j'ai réussi à mettre aussi des limites. Tu vois, ces différentes choses-là. Et ça, c'est vrai que c'est important. Et du coup, mais je suis vachement plus zen qu'il y a 10 ans, où justement, j'ai découvert le truc de Cartman il y a à peu près 10 ans. Et c'est vrai que petit à petit, enfin, ça m'a vraiment changé la vie, ma façon de faire. Et j'ai gagné en sérénité dans mes relations. Hmm. Et donc, comment, justement, on apprend à construire des relations équilibrées sans jeu de pouvoir ni dépendance? Ouais, alors je dirais que pour moi, il y a trois piliers. Le pilier, je pense que tu vas être d'accord avec moi, le plus important, c'est la conscience de soi, Ouais, la connaissance de soi, comprendre ses propres automatismes, ses besoins, comme tu disais, ses valeurs et autres. Tout, à partir du moment où tu comprends comment tu fonctionnes, comment tu réagis, bah, ça te permet d'avoir plus de tolérance vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis des autres, et surtout de ne pas te laisser embarquer. Ou si tu te laisses embarquer au début, sans t'auto-flageller, tu peux auto-analyser ce que tu as fait en disant, ah, là, c'est ça qui s'est joué, machin, nan, nan. Et comme tu analyses, tu arrives à prendre le recul et petit à petit, de moins en moins réagir. Parce qu'au début, c'est normal, on continue de le faire, parce que tu sais, tu as les autoroutes neuronales, ouais. on a le réflexe L'automatisme. et Hmm. les automatismes. Donc petit à petit, tu vas y arriver, mais juste accepter que c'est pas comme ça en 2 secondes et qu'il faut un petit Non, peu de temps. Que ça se tu le- travaille. Et puis c'est pareil, si c'est quelqu'un comme moi qui a fonctionné comme ça depuis tout petit, t'imagines bien que ça se fait pas en 3 jours. Il m'a ouais. fallu allez, ouais, 18 mois pour que ce soit plus naturel et que j'arrive à ne plus partir, à plus me laisser embarquer et autres, tu vois. Donc, Finalement, oui, il y a le temps de créer de nouvelles habitudes. exactement, tout à fait. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, bah, c'est la communication incarnée. C'est le fait de pouvoir dire aux autres bah, quelles sont nos limites, qu'on n'accepte pas, et de pouvoir de le faire en toute simplicité, être capable de dire les choses. Donc, c'est pareil, Hmm. c'est des choses qui s'apprennent. Et puis, troisième pilier, bah, c'est le respect mutuel. Et le respect mutuel, ça veut dire qu'avec l'autre, bah, chacun assume sa part sans envahir l'autre. Euh, et du coup, justement, si tu te rends compte que l'autre n'est pas prêt à respecter ça, bah, c'est que le respect n'est pas mutuel. Donc c'est aussi une sorte de red flag qui va te dire, bah, si l'autre ne le fait pas, peut-être que la relation n'est pas celle que j'espère. Et voilà. Et c'est là où il faut avoir la capacité de prendre le recul, de dire, waouh, et du coup, est-ce que c'est ça que j'ai envie de vivre? Et voilà, est-ce que je prends du recul sur cette relation? Est-ce que je m'écarte? Est-ce que j'arrive à faire en sorte qu'on construise quelque chose de nouveau, qu'on reparte sur quelque chose qui va bien, ou est-ce que bah, il vaut mieux que je mette fin à cette relation, quelle qu'elle soit. Oui, parce que comme on l'a vu, en fait, on peut pas faire changer l'autre. Et Non, c'est souvent, il y a tellement de couples qui sont construits en espérant que l'autre change, d'accord. ou pas forcément de manière parce que ça lui va pas, mais parfois, on voit chez l'autre le potentiel. Mm, Et donc, on dit, ah ben, je vise le potentiel finalement, sauf que la personne, elle est elle-même son libre arbitre, elle fait comme elle le sent, et il y a certaines choses qu'elle va pas accepter ou vouloir dans cette vie, et ça exactement. la regarde finalement. Et donc, c'est pour ça, comme tu dis, effectivement, le premier pilier important, c'est bah, connais-toi toi-même finalement. C'est un peu pour ça que j'avais fait mon livre, hein, de livre introspectif. Alors, c'est pas à ce point-là rentrer sur le côté relationnel, mais c'est différents points justement pour dire, bah attends, toi, t'en es où là? À partir de là, découvre-toi, prends conscience, mets des petites choses en place parce que derrière, il y a des petits défis pour faire évoluer ça et que la fois d'après, quand tu retournes, que tu as différents choix, peut-être qu'il y a autre chose qui te parlera. Et au fur et à mesure, bah, tu apprends à te connaître, tu apprends à voir ce qui te parle, tu apprends à mettre des petits défis dans ta vie aussi qui te font évoluer et que ça devienne, comme tu le dis, un jeu. C'est pour ça que j'ai appelé ça un jeu, de manière à vraiment dire je reprends mon pouvoir et ma dynamique changeant. À un moment, ça peut être long parce il faut que tu me dis, c'est compliqué quand tu as construit avec quelqu'un de dire, bon, bah là, finalement, c'est pas ce qui me correspond, c'est pas ce que j'avais projeté, mais donc je dois prendre ici et maintenant et dire, bon, bah non, là, je stoppe là, dans l'incertitude de ce que j'aurai derrière, mais par contre, en disant, mais
je serai plus en adéquation avec ce que je veux. Mm. Et donc la prochaine relation, là encore, quelle qu'elle soit, un professionnel, personnel, amoureuse, amicale, eh bien là, ça sera dans une autre dynamique parce que notre cadre, nos limites, nos valeurs, ce genre de choses seront déjà beaucoup plus claires pour chacun d'entre nous. Donc, et quel conseil donnerais-tu à une personne qui a vécu sous emprise et qui veut retrouver son pouvoir relationnel? Alors déjà, première chose, je crois qu'on l'a dit, c'est se reconstruire progressivement. Je dirais réinvestir son corps, déjà, parce Hmm, que c'est vrai que souvent, c'est comme si on s'était un peu détaché. Réinvestir son intuition, tu vois, ouais. justement, voir ça, être au clair sur ses limites, Mhm. comme, et aussi, bah, du coup, chercher à mieux se connaître, hein, de façon générale, ça, on l'a déjà dit tout à l'heure. Après, bah, c'est de s'entourer de relations saines, sécurisantes. Donc, c'est des personnes qui te valorisent, qui ne te jugent pas, qui t'écoutent. Et voilà. Et si elles sont dans autre chose, et ben, c'est que c'est pas des personnes saines. Donc, c'est vrai que ça, c'est super important. D'ailleurs, par rapport à ça, tu sais, c'est Jim Rohn qui disait, nous sommes la somme des 5 personnes que l'on fréquente le Ouais. plus. Moi, je me souviens quand j'avais appris ça, ça m'avait un peu piqué. Et c'est comme ça que je me suis dit, purée, mais en fait, je veux pas devenir comme un tel, comme un tel. Et non, du coup, je me suis entourée de personnes quand même plus saines. Donc voilà. Mhm. Une chose qui peut aider, bah, c'est d'apprendre des outils de communication, justement comme le Karpman Process Model, donc le triangle de Karpman. Parce qu'en fait, dans le Karpman Process Model, il y a 11 concepts. Le triangle de Karpman, c'est qu'un seul des D'accord. concepts. Donc en gros, il y Mm. a ça. Et en réalité, dans le Karpman Process Model, il y a un certain nombre de choses. Parce qu'il y a le triangle compassionnel qui permet de sortir justement des conflits et des relations toxiques, et plein d'autres choses incroyables. J'adore cet outil. Il y a aussi d'autres outils comme le PCM, Process Communication Model, qui permet Mm. de s'adapter à son interlocuteur. Donc ça, c'est pareil, ça aide vachement pour avoir des relations plus saines. Et voilà. Et je dirais qu'aussi, eh ben, ça va être de célébrer chaque progrès. Quand quelqu'un a réussi à faire quelque chose de nouveau, à une nouvelle prise de conscience, quand elle a réussi à poser une nouvelle limite, quand elle a fait un choix qui est aligné avec elle, eh ben, en fait, célébrer ça. Parce que c'est justement des premiers pas vers des relations plus saines, déjà ne serait-ce qu'avec soi-même. Parce que c'est pareil, hein, la relation la plus importante, je dirais que c'est avec soi-même déjà. Ouais, complètement. Et donc, bah, pour finir, sur où est-ce qu'on peut te retrouver pour continuer à bénéficier bah, de tes conseils, de tes accompagnements et justement peut-être aller plus loin surtout sur tout ce process. Ouais. Eh ben, écoute, j'ai une chaîne et un blog qui s'appelle Apprendre à mieux communiquer. Donc là-dessus, je partage des astuces, des articles, des choses différentes sur différents outils. Je fais découvrir plein d'outils, pas que les miens d'ailleurs, relationnels essentiellement, parce que bah, voilà, moi je pense que si tout le monde était formé à différents outils relationnels, et ben, je pense que le monde serait meilleur et qu'il y aurait plus de tolérance et du coup moins de guerre et autres, je sais, un peu idéaliste, mais voilà. Non, mais c'est vrai, Et, hein, exactement. Et puis bah du coup, je te donnerai effectivement mes liens un peu mon oui, je forum mettrai tout dans le descriptif de la vidéo. et autres pour rester en contact avec plaisir. Et puis, bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser donc en commentaire de cette vidéo et c'est avec plaisir qu'avec Catel, on y répondra. Et si même il y a différents sujets qui reviennent, rien ne n'empêche qu'on refasse finalement une interview spécifique en prise en compte pour répondre à certains éléments. Donc vraiment, n'hésitez pas et à commenter et à poser vos questions et à les suivre Catel parce que comme elle l'a dit sur son blog d'ailleurs, on s'est mis d'accord, elle va me donner aussi un lien particulier pour expliquer le process Oui, de manière globale parce que là, ouais. comme elle a dit, Le on est venu. Cartman Process Model, ouais. Voilà, merci. Parce Mhm. que là, on a parlé que du triangle, donc c'est qu'une petite chose. Donc pour que vous puissiez aller plus loin, parce que même si, comme on l'a dit pendant cette vidéo, nous sommes d'accord que dans une relation toxique d'emprise avec un PN, c'est assez particulier. Et donc on ne sort pas de ce triangle-là. On doit fuir. Mais par contre, derrière, quand on a fui, ben, on doit se reconstruire. Et cette reconstruction, pour qu'elle se fasse dans les meilleures conditions, c'est important d'être bien entouré, mais c'est important de savoir comment se joue le relationnel avec les autres, de manière à aller vers quelque chose de beaucoup plus sain et donc de se créer cet environnement, comme on le disait, beaucoup plus sain, qui permet derrière parce qu'on se connaît, parce qu'il y a des choses qu'on n'accepte plus, parce qu'on se respecte davantage, de dire, bah en fait,
Non, je ne veux plus ça, mais pas dans la peur, parce que moi j'ai beaucoup de clients qui sont dans la peur de rencontrer de nouveau d'autres personnes, même de sortir. Enfin, moi-même, je suis restée quasiment 2 ans à dire, mais je bosse derrière mon ordinateur, je suis bien en sécurité comme ça, je maîtrise mon environnement. Sauf que derrière, bah, le contact humain est essentiel. Il y a aussi de très très belles personnes dans ce monde, et donc de passer à côté de relations amicales, professionnelles ou amoureuses par peur, c'est quand même vraiment dommage. Autant profiter pleinement de la vie. Et pour cela, ça passe bien évidemment par cette reconstruction, mais aussi par connaître tous ces outils-là pour désormais avoir des relations saines. Ce qui n'a pas été possible jusqu'ici, et ben, ça peut se changer à tout instant. Exactement. Donc, bah, merci beaucoup, Catel, pour tous tes apports. C'était vraiment Merci très Nathalie. riche, très intéressant. Et puis, bah, à tous, je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas à aller faire un tour sur les liens qui sont descriptifs pour pouvoir suivre tout ça. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.